voilà, donc moi aujourd'hui je vais vous parler d'un virus sur lequel on travaille ici depuis quelques années, qui s'appelle le mini-virus. On essaie de voir si c'est un pathogène humain, ou de plus en plus on a quelques évidences pour dire oui que c'est probablement un pathogène humain. Alors au départ, pourquoi on a travaillé sur ça, on essaie de trouver des nouveaux agents de pneumonie, et il faut savoir que quand on utilise même les meilleurs tests possibles de diagnostic, on arrive à faire un diagnostic de pneumonie dans 60-70% des cas. Donc il y a un certain nombre de pneumonies qui restent sans étiologie connue. Et on savait qu'il y avait des bactéries, qui vivent dans les amibes dans le milieu extérieur, qui sont des pathogènes humains, c'est le cas de Legionella pneumophilae. Et donc on a essayé d'utiliser les amibes comme un support de culture pour aller chercher dans l'environnement ou chez l'homme des bactéries qui vivaient à l'intérieur d'amibes et qui étaient des potentiels pathogènes humains. Alors les amibes, ça vit dans le milieu extérieur, ça se nourrit de bactéries, donc bien de temps en temps, il y a des bactéries qui ont développé des stratégies pour survivre à l'intérieur. Donc vous les voyez là qui se déplacent sur un support. Alors les amibes, ça phagocyte tout ce qui est particules grosses, et donc toute particule est possiblement phagocytée par une amibe. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir, dans une structure, on peut avoir des amibes qui sont en train de mourir le sang kyste, et on voit les amibes qui sont vivantes qui arrivent à englober des kystes d'amibes. Et donc là, avec ce travail, on a montré que c'était capable de phagocyter, par exemple, des particules de latex. En fait, il faut que les particules soient suffisamment grosses pour être phagocytées, en gros, au-delà de 500 nanomètres. Alors, parmi les virus qu'il y a dans les amibes, bien sûr, le premier qui a été découvert, c'est l'imivirus. Alors, l'imivirus, il est arrivé ici un petit peu par hasard. C'est un postdoc anglais qui était venu ici dans le laboratoire pour identifier sa collection de bactéries intracellulaires d'amibes. Donc, là-dedans, il y avait beaucoup de ce qu'on appelait à l'époque les Legionella et qui avaient pas de pathogènes. Donc, ce sont des légionelles, c'était des légionelles. Plus, il avait une autre bactérie qu'il avait identifiée comme étant une nouvelle espèce de chlamydia, donc qui était un intracellulaire strict pour le coup. Et puis, il y en a une avec laquelle il y a eu beaucoup de mal, puisqu'il n'est jamais arrivé à l'identifier. Il y a fait plusieurs fois l'RN16S, donc l'RN16S qui sert à amplifier toutes les bactéries. Ça ne marchait jamais, donc à la fin on l'a passé en microscopie électronique. On a vu cette image, donc une amibe avec ce que je croyais être des noyaux, et des noyaux qui sortaient des particules géométriques. Bien sûr, ce qui était choquant là, c'est la taille, c'est-à-dire que la taille en bas, la barre, ça fait 1 micron. Donc vous avez des particules qui sont énormes pour des virus. Alors on a montré que cette particule au départ avait le cycle d'un virus, puisqu'on voit à H0, donc on voit des petites particules virales qui sont phagocytées par les amibes, et quand on regarde à H4, en fait, on ne voit plus rien, c'est-à-dire ça a totalement disparu, on appelle ça la phase d'éclipse chez les virus. Et puis après, progressivement, on voit réapparaître des structures dont là, pareil, je pensais que que ça sortait du noyau, et puis progressivement, les amibes vont être lisées, et le virus remis dans le milieu extérieur peut-être va aller réinfecter d'autres amibes. Alors ce virus, il a été, l'application, ça a été quand même quelque chose d'assez révolutionnaire, c'était totalement nouveau, notamment par la taille de ses particules, la taille de son génome, son contenu en gène, et même la structure de la particule. Déjà, il faut savoir qu'il est aussi gros que certaines bactéries. Il a une taille qui est énorme, et on l'a mis à côté des autres bactéries qu'on travaille dans le laboratoire. Et vous voyez, par rapport à un Rickettsia connori, c'est des tailles qui sont relativement comparables, avec une structure qui est un peu particulière, mais ça on va le revoir un petit peu plus loin. Donc c'est un virus qui est extrêmement... Quand on fait l'enseignement de la virologie, on dit qu'il y a soit des virus ADN, soit des virus ARN. Celui-là est un peu particulier, c'est un virus qui est essentiellement ADN, mais il contient des particules. Il y a des molécules d'ARN dans sa particule. Donc ça, c'est aussi ce qu'on a vu au niveau de l'immunofluorescence. Et donc ce qui était, je m'étais trompé au départ, c'est qu'en fait, il y a le noyau effectivement de l'amibe, mais ce qui produit les particules, c'est ce qu'on appelle une usine à virus. Ce ne sont pas du noyau, c'est une usine qui fabrique les virus à l'intérieur du cytoplasme. Alors ce mini-virus, quand il rentre à l'intérieur des amibes, il va littéralement sidérer les amibes, quoi. Et donc il rentre à la façon un peu de l'œuf d'alien qui va affecter le cosmonaute. Et là vous voyez en bas, c'est les ARN. Donc en bleu, vous avez les ARN de l'amibe qui chutent après que le virus soit rentré à l'intérieur. À l'opposé, on voit les ARN
du virus qui augmente, ce qui n'est pas choqué sur le moment, mais quand même, les ARN de la mitochondrie baissent aussi, donc je ne sais pas où il pique son énergie, quelque part. Donc il y a une réplication qui est dans le cytoplasme, donc juste c'est pour vous montrer la photo en haut à gauche, où on voit la particule virale qui injecte les acides nucléiques à l'intérieur de la mite. Or, le génome, lui aussi, est exceptionnel, puisqu'il fait 1,2 mégabases, et donc il y a tout un tas maintenant de bactéries qui ont des génomes qui sont plus petits que celui de ce virus. Là aussi, pour la composition du génome, il y a des choses qui sont extraordinaires. Par exemple, il y a 40% des gènes dont on n'a aucune idée de la fonction. Bien sûr, on a trouvé des échanges il avait échangé des gènes avec son ami, c'est pas étonnant, mais aussi avec d'autres représentants du monde vivant. Il y a aussi des choses qui sont assez particulières. Par exemple, sa capside contient des introns, le gène qui code pour la capside contient des introns et des exons. Donc après cette découverte du mini-virus, il y a d'autres virus géants qui ont été découverts, notamment un qui est très proche de celui-là, le mégavirus chilensis, qui a été isolé au Chili, mais décrit par une équipe française, même marseillaise, et donc qui est un petit peu plus gros que le mini-virus, pas beaucoup, mais un petit peu plus gros. Et c'est un virus, nous on l'avait repéré, enfin, on avait déjà isolé l'équivalent, et c'est ce qu'on a appelé nous un cours de monde. Il est isolé dans un cours d'eau. Alors depuis la découverte du mini-virus, il y a d'autres virus géants qui ont été découverts, notamment Marseille virus. Donc c'est un virus qui est, c'est pas tout à fait comme un mini-virus, il est plus petit, on l'a moins étudié. C'est un petit peu une série de virus, donc comme son nom l'indique pas, Marseille virus a été isolé à Paris. Le Marseille virus, lui, c'est un génome aussi qui est très particulier, puisque c'est un génome qui est une sorte de mosaïque de plusieurs gènes qui est appliqué à droite à gauche. Et vous voyez, tout ce qui est enroulé là, c'est tous les gènes qui sont d'origine par transfert latéral de gènes. Puis donc, on a continué à isoler les virus. Maintenant, toute une collection, aussi bien de Marseille virus que de mini-virus, aussi bien dans les groupes des différents types de lignées, mais ça on verra après, notamment ceux qui ressemblent à mégavirus chilensis. On a des isolements aussi dans d'autres endroits, par exemple, on s'est intéressé à faire des isolements en Tunisie, et on a trouvé d'autres nouveaux virus. Bon, vous avez tout ça, je expliquais à Milton, donc c'est Fontaine 2, c'est un nouveau Marseille virus, qui est relativement éloigné de Marseille virus, et qui est plus proche de notre virus, qui s'appelle Lausanne virus, qui, comme son nom ne l'indique pas, lui aussi il a été isolé à Paris. Marseille et Lausanne ont été isolés à Paris, Fontaine, lui, vient de Tunisie, on l'a appelé Tunis virus. Donc il y a un autre virus ensuite qui a été décrit par des Américains, donc, qui a été appelé Prové, donc ça fait plaisir quand même, parce que c'était le premier virus de type mimique qui a été isolé par une autre équipe qu'ici. Et donc vous voyez, ce Prové, il se place un peu en dehors des mini-virus, mais c'est quand même dans la grande famille des mini-viridés. Et donc voilà, ça c'est la carte en fait de tous les virus. Donc vous voyez, il y en a dans le monde entier. Donc il y a ici, il vient du Chili, et là on a un correspondant au Brésil, donc il nous a envoyé une souche, donc on l'a appelé virus, donc en pratique, il y en a des mini-virus, il y en a dans le monde entier, et voire même quand on fait de la métagénomique, c'est-à-dire qu'on prend du matériel génétique de l'ADN en pratique dans le milieu extérieur, on séquence cet ADN, on retrouve des séquences qui correspondent à mini-virus. Donc c'est quelque chose qui est très répandu. Actuellement, si vous voulez, si nous on fait on a maintenant l'habitude de l'étudier, on fait des prélèvements de terre, d'eau, on arrive à peu près entre 5 et 10% des prélèvements qui sont positifs. Donc c'est quelque chose qui est excessivement commun, ça veut dire que l'homme est fréquemment en contact avec ces virus. Donc un peu après la découverte du mini-virus, on a découvert un petit virus qu'on appelait le virophage. Alors ce virus, il infectait un virus qu'on a appelé au départ mammavirus parce qu'il paraissait un peu plus gros que le mini-virus. En fait, non, il n'était pas un peu plus gros, c'est qu'il formait des particules qui étaient anormales, des fois avec des épaisseurs, vous voyez, des épaisseurs de capside. En gros, c'était un virus, ce mammavirus, c'était un mini-virus malade. Et en fait, il était malade parce qu'il est infecté
justement par ce virophage ou ce petit virus. Ce virophage, il n'affecte pas bien évidemment directement les particules, mais il affecte l'usine à virus dans laquelle le virus se développe à l'intérieur de la vie. C'était le premier virus qui était capable d'infecter un autre virus. Donc on a fait son génome, alors bien évidemment il est petit, 50 nanomètres, il contient un peu de gènes, et surtout ce qui a été fascinant, si vous voulez, c'est que son gène, pareil, c'est une mosaïque de virus provenant d'autres mondes viraux, et notamment les bactériophages ou les virus archaiques. Alors, ces virophages, il y a un autre virophage qui a été découvert mais uniquement par les techniques de métagénomique, c'est-à-dire que là il n'a pas été cultivé. En faisant de la métagénomique dans un lac de l'Antarctique, les gens sont arrivés à repérer un autre virophage, puis un troisième virophage qui a été décrit, vous vous rappelez de la bactérie, du virus que j'appelais Crové. Le Crové, il a été aussi montré comme étant associé à un autre virophage. Le virophage aussi, c'est vraiment quelque chose qui est relativement commun. Alors après, on revient quand même à la question qui est la question de voir que le mini-virus, c'est un pathogène humain. Donc là-dedans, on a abordé on a essayé de répondre en plusieurs parties, en plusieurs fois. Donc on a fait un modèle expérimental avec la souris, puis on a essayé d'infecter les macrophages, puis on a cherché des cas chez les patients, donc on a des études de séroprévalence en utilisant le mini-virus comme antigène. Après, il y a eu la découverte d'une séroconversion chez un technicien. Il y a eu beaucoup de travaux en PCR qui n'ont pas été très concluants. Et donc la fin, c'est seulement récemment d'un virus chez un patient. Alors, la pneumonie chez la souris, ça s'est fait relativement par là. C'est-à-dire qu'on avait infecté des souris avec ce mini-virus. Vous avez en haut le poumon du cobaye qui est infecté. En dessous, on met le poumon sain. Vous voyez le poumon sain, on voit bien les alvéoles. Le poumon en haut qui est affecté par le virus, il est infecté. Ce qui est un peu embêtant, c'est quand même que vous avez très peu de particules virales dans ce poumon. Donc, ça donne une pneumonie, le mécanisme ne s'éprend pas à une multiplication comme on le voit dans les amibes. Mais il y avait vraiment une pneumonie chez les souris. Alors là, c'est Ridico qui a montré que ce mini-virus, il est capable d'être phagocyté par les macrophages. C'était une deuxième. Ensuite, on avait fait des études de séroprévalence et donc on avait montré que les patients qui avaient des pneumonies, c'est-à-dire on avait des collections sur les deux sérums de gens qui avaient des pneumonies et des collections de sérum contrôle, on avait montré que la séroprévalence était plus élevée. En gros, les gens qui avaient des pneumonies avaient plus fréquemment des anticorps contre le mini-virus que les patients contrôle. Et on a montré que les anticorps étaient spécifiques, puisqu'on avait fait de l'immunogone, on avait pris le sérum d'un patient et sur lesquels on l'avait mis en contact avec les particules du mini-virus, on a fait des anticorps fixés avec des billets d'or, on voit bien que les billets d'or sont fixés sur la particule de mini-virus. Alors on avait passé des PCR, un jour on a retrouvé un patient qui était positif en PCR contre le mini-virus. Alors là on avait pris le gène au hasard, à l'époque on avait qu'un petit bout de gène, on avait désigné les deux amorphes, on avait trouvé un patient qui était positif, malheureusement ce patient n'avait pas de sérum pour lui. Ultérieurement, il y a beaucoup de PCR qui ont été faits par pas mal d'équipes, souvent des prélèvements qui étaient plus nasopharyngiques que des BA. En fait, jusqu'à maintenant, tous les travaux qui recherchaient le mini-virus par PCR n'ont pas été très concluants. Ceci dit, ça ne veut pas dire que c'est pas un mini-virus, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être responsable de pneumonie, puisque en pratique, nous, on a un gros problème avec ces virus, c'est-à-dire qu'ils ont une variabilité génétique qui est très importante, et chaque fois qu'on essaie de faire des amorces universelles, si vous voulez, ça vient de nous arriver récemment, et on fait des amorces universelles qui marchent sur toute la collection des virus qu'on a, et puis on en isole un nouveau, et on teste les PD à la PCR, la PCR ne marche pas, parce qu'on a toujours des nouveaux variants, donc c'est pas évident le fait qu'on ne les trouve pas en PCR. Alors ça c'était assez amusant, c'était un technicien du laboratoire qui travaillait, qui faisait des ouvertes en bloc sur les mini-virus qui ont manipulé des grosses quantités. Un jour ce technicien a fait un syndrome pseudo-grippal, et donc on a travaillé sur le mini-virus, on lui a fait une sérologie et un western blot 2D, on a montré qu'il avait séroconverti contre le mini-virus, parce que pour les gens qui travaillent dans le laboratoire, on a des collections de sérum qui sont intérieures, puisque régulièrement on fait des sérologies. Et puis il a réellement séroconverti contre le mini-virus. Donc récemment, on a
étudiante tunisienne qui est venue dans le laboratoire, et donc elle est venue avec une collection de prélèvements respiratoires, et dans ces prélèvements respiratoires, donc il y avait un prélèvement respiratoire de patients qui avaient des pneumonies, et donc dans un de ces prélèvements respiratoires, on a quand même réussi à isoler un mini-virus, qu'on a appelé LBA111, donc on a réalisé son génome, c'est un virus qui est très proche donc, de mégalivirus Chilin 6. Elle aussi, elle a une sérologie positive contre son propre virus, c'est des anticorps qu'on peut détecter en immunofluorescence. Et voilà, bon, l'histoire continue. On va continuer à essayer d'isoler les mini-virus dans les prélèvements respiratoires, en sachant que ce sera probablement pas un pathogène très fréquent pour le pneumocoque, mais c'est un potentiel agent de pneumonie. Voilà, si vous avez des questions. Très bien, merci. Après.